Bonjour, merci. Quelques mots en préambule. Donc j'ai choisi de parler en français parce que je vais avoir besoin de finesse linguistique pour exprimer certaines choses. Du fait que c'est un séminaire d'intervention, enfin il y a une partie de recherche, mais une partie journal club. Et juste pour vous donner les ordres de grandeur, le Covid, les papiers sur le Covid, ça a été un peu plus de 10 papiers par jour pendant 2 ans et demi. Donc, par exemple, rien que le Covid long, c'est 2500 articles, dont à peu près 100 pas inintéressants, dont à peu près 50 intéressants. Donc, ça signifie que quand on expose un sujet comme ça, on est sur le fil parce qu'il y a beaucoup trop par rapport à ce qui peut être épluché par une seule personne. Donc, et puis, c'est un sujet trop chaud pour... Donc, je vais essayer de ne pas prendre trop de risques, mais quand même de dire des choses. Donc, la partie proprement recherche, j'ai mis ici les 7 étudiants de L3 qui ont fait des mesures avec nous. Et Florian Poineau est en thèse, et sa thèse a été déviée pour faire 6 mois de Covid, que j'exposerai à la fin. La première chose qui frappe quand on veut faire une analyse quantitative sur le Covid, c'est que dès qu'on veut quantifier une quantité de virus, on s'affronte à une chose à laquelle on n'a pas l'habitude en physique, c'est que la mesure de la quantité est inséparable de la manière dont on le mesure. Il n'y a pas de quantité de virus absolue qu'on pourrait définir en l'air comme ça. Et par exemple, on peut mesurer avec une RT-PCR la quantité de particules virales, mais il y a une très petite partie de ces particules virales qui peuvent se répliquer. C'est quand même la base du processus viral. Pour tenter de n'avoir que la quantité de particules virales qui se répliquent, il y a des méthodes de mesure par plage de Lise. On contamine des tissus cellulaires modèles en labo, et cette quantité qu'on va mesurer dépend de la nature des cellules qu'on va infecter. Donc ce n'est même pas une propriété intrinsèque d'être réplicable ou pas. Et pourquoi ce n'est pas une propriété intrinsèque? Parce que sur les cellules hôtes possibles du virus, l'endroit où sont les récepteurs varie spatialement, et donc c'est une propriété du virus et de la cellule hôte de pouvoir plus ou moins facilement pénétrer. L'important, c'est que des récepteurs qui permettent au virus de se fixer et de se répliquer potentiellement, il y en a un peu partout dans le corps. Ce sont principalement les récepteurs ACE2, pas seulement. Et les zones que probablement vous connaissez, c'est au moins les poumons, puisque c'est là qu'est la pathologie initiale, enfin qui a provoqué le nombre de morts. Mais la zone la plus importante pour l'infection, c'est les fosses nasales et la gorge. C'est là où le virus pénètre pour la première fois dans le corps pour se répliquer. Il y a eu un long chemin pour montrer que le Covid se transmet principalement par voie aéroportée, c'est-à-dire en suspension aérosol des particules virales. Et il y a un argument à la physicienne qui est presque imparable, mais qui convainc que les physiciens, c'est que précisément, jusqu'à Omicron, l'endroit où les particules virales venaient pour la première fois trouver une cellule hôte dans laquelle elles se répliquent, était là derrière, dans les fosses nasales. Et l'endroit de première contamination dit le processus d'infection pour les physiciens. C'est-à-dire la gastro-entérite, elle se transmet par les mains parce qu'on se met les doigts là ou sur les aliments, ça va dans le tube digestif, et les premières cellules, l'endroit de première contamination est dans les cellules épithéliales. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas aller mettre les doigts au fond des fosses nasales, là où ils se répliquent, et on ne peut pas non plus avoir toussé et que ça vienne atteindre ce point.
Les preuves qui convainquent les autres que les physiciens, il y en a eu toute une série, et ça a commencé très très tôt. La raison pour laquelle le SARS-CoV-2 a produit une pandémie, c'est qu'il a échappé à la surveillance des aéroports. Et la raison pour laquelle il a échappé, c'est qu'il se transmet pendant la phase symptomatique, quand on commence à tousser, à avoir la gorge qui racle, éventuellement avoir un problème pulmonaire. Mais il se transmet aussi, pour plus de la moitié, pendant la phase asymptomatique, c'est-à-dire pendant laquelle on ne tousse pas. Et de ce fait, eh bien, il y a une propagation silencieuse qui n'est possible que si au moins une partie de la transmission ne se fait pas quand on tousse par ce que d'autres appellent des gouttelettes, c'est-à-dire tousser, et puis la toux vient se déposer sur vos lèvres, vos yeux, quelque part. Donc ce virus, on l'inhale, et c'est seulement une fois qu'il s'est répliqué massivement par des facteurs excessivement élevés que ce virus produit dans les voies nasales va contaminer d'autres organes, les poumons par voie aérienne, par inhalation, mais aussi par le passage du virus dans les voies lymphatiques ou le sang, d'aller contaminer d'autres organes possibles, partout où il y a des récepteurs ACE2. Donc il y a tout un tas de chemins identifiés comme ça. Une des conséquences très importantes, c'est que le masque qui protège, c'est les masques FFP2 qui sont en un tissé comme ça, pourvu qu'on les mette bien sur le visage. Les masques qui protègent rien du tout, c'est les masques en tissu qu'on fabriquait à la maison tout au début, parce qu'ils sont tissés et donc ils ont des gros trous. Et les particules font le tour des fibres et c'est tout. Quelle taille fait une particule virale? C'est un point important, c'est que si on l'émet dans l'air, il est environné d'eau et de protéines, de mucine, et assez rapidement, la gouttelette sèche et laisse le virus entouré d'une gangue de protéines qui en partie peut le détruire, qui en partie peut le protéger pendant des dizaines de minutes, en général 1 heure de temps de désactivation. Donc il y a 2 temps caractéristiques. On désactive beaucoup en quelques minutes, et puis après c'est lent. Et une fois que la particule virale est dans cette forme finale, asséchée, à l'équilibre avec ses sels, ses protéines qui font qu'elle n'est pas totalement sèche, pour des raisons thermodynamiques compréhensibles, elle fait autour de 200 microns, et ce n'est pas de chance parce que c'est la taille qui est la plus difficile à filtrer. En dessous, on a le mouvement brownien qui permet de filtrer efficacement. Au-dessus, on a des collisions balistiques qui permettent de filtrer efficacement. Et bien celles-là, on ne les attrape pas facilement dans des masques. Donc, il y a tout un tas de preuves secondaires. Le fait qu'on se transmet beaucoup plus en intérieur qu'à l'extérieur, mais pas exclusivement. Dis-moi. 200 nanos, tu fais bien de me reprendre. Tout un tas de cas. Donc la taille de la gouttelette n'est importante que pendant la fraction de seconde avant qu'elle sèche. Et donc, dans la mesure où l'argument, c'est que c'est bien la phase aérosol dans laquelle le virus flotte dans la pièce pendant des dizaines de minutes, éventuellement avant d'être évacué par la ventilation, que ce qui compte, c'est sa taille finale à filtrer et pas la taille initiale de la gouttelette. Donc c'est bien un point clé de différencier la toux qui produise des grosses gouttelettes très faciles à arrêter de la particule virale dans sa forme, je ne vais pas dire asséchée parce que ce n'est pas le cas. Donc une fois qu'on sait mesurer une quantité de virus, on définit la dose inhalée comme étant la totalité du nombre de particules virales ou du nombre de particules virales réplicables en un certain sens sur un certain type de cellules,
inhalé au cours du temps, depuis moins l'infini. Cette dose va déterminer une probabilité d'être infecté. Qu'est-ce que c'est qu'être infecté? Eh bien, c'est avoir une particule virale qui trouve sa cellule hôte et qui parvient à y pénétrer et à s'y répliquer. Et une fois qu'elle se réplique, elle a passé la frontière entre le mur extérieur et le corps, l'épithélium, et s'ensuit un processus d'amplification dans lequel elle se réplique, va contaminer des cellules voisines qui se répliquent, et on a une phase de croissance exponentielle, comme si les cellules étaient une micro-société, et pour absolument les mêmes raisons. Ça démarre à la première réplication, et on sait qu'il n'y a pas de processus collectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une attaque conjointe de 3 virus pour favoriser que l'un pénètre, in vitro, mais pas in vivo, sur lequel on n'a pas les preuves, mais enfin in vitro c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que quand on prend un tissu cellulaire, on met une certaine quantité de virus dessus, la quantité de cellules infectées est proportionnelle au nombre de virus qu'on a mis en solution. Donc cette loi de proportionnalité nous dit qu'au moins en l'absence du système immunitaire, les tentatives d'infecter sont indépendantes et donc on a une loi poissonienne. Et cette loi poissonienne, on l'appelle dose-réponse. Dose-réponse, c'est le nom générique pour tout polluant, pour tout risque. Et évidemment, cette courbe dose-réponse, il n'est pas très éthique de la faire sur des humains, mais je vous montrerai après que ça a été fait, mais mal, mais que c'est bien que ça a été fait mal. Mais ça se fait sur des animaux modèles, mais il faut beaucoup de stats. Et donc, on dispose des données pour SARS-CoV-1 qui ressemblent beaucoup à SARS-CoV-2. Et c'est les données qui sont là. Vous voyez le fit poissonien, parce qu'on a une échelle log ici. Et ça, idéalement, la dose caractéristique qu'il faut pour produire une contamination en moyenne sur une certaine population, eh bien, on va l'appeler un quantum infectieux. Et le quantum infectieux, en plus des unités nombre de particules virales réplicables, le quantum est une unité commode parce que ça permet de ne pas avoir à compter. On peut rester du côté épidémiaux des choses. Donc typiquement, combien est-ce qu'il faut de particules virales pour parvenir à passer les barrières immunitaires? Il en faut en gros 500 ou 1000 réplicables et il en faut en gros quelques millions ou dizaines de millions qui sont inhalés avant qu'une trouve son chemin. La dose, eh bien, il y a un facteur, c'est là où la physique intervient primordialement, entre la quantité de virus qui est exhalée par une personne infectée et la quantité de virus qui est inhalée. Entre les deux, il y a un facteur de dilution réglé par l'hydrodynamique. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que ça a été fait de contaminer des patients volontaires et pourquoi ils ont eu de la chance? Voilà, en tout cas, les courbes résultantes qui sont magnifiques, qui nous montrent la charge virale en échelle log, ça dérive un peu le curseur, voilà, en échelle log à gauche, en fonction du temps après infection. Et il y a deux jeux de mesures. En haut, on a le nombre de particules virales. En bas, on a le nombre de particules virales réplicables sur un tissu cellulaire de référence. Et on a deux courbes, la gorge et le nez. Donc l'infection jusqu'à Omicron se faisait dans les fosses nasales. Et Omicron s'est descendu dans la gorge parce que la gorge est moins vascularisée, il y a moins de sang qui circule. Et comme elle est moins vascularisée, il y a moins de protection immunitaire au fond de la gorge. Et ça a permis à Omicron d'avoir un contournement immunitaire, de faire cette descente d'infection en fond de gorge. Donc, qu'ont-ils fait en Angleterre? Ils ont recruté des patients pour les contaminer
et ils l'ont heureusement fait mal, c'est-à-dire ils ne leur ont pas fait inhaler les particules, ils leur ont mis au fond de la gorge, et c'était avant Omicron, de sorte que le virus a eu sa première réplication en fond de gorge qui a déclenché l'immunité, et on voit que la courbe dans la gorge monte avant l'autre, et par conséquent, ça a empêché d'avoir des débordements, d'injecter le virus pas au bon endroit. Sinon, ils ont eu quand même 5 patients qui étaient au bord d'y rester. Enfin, il faut dire les choses comme ça. C'est une des choses les plus violemment contre l'éthique scientifique qu'on puisse voir, moyennant quoi vous avez des courbes de charge virale mesurées donc, sur des échantillons qui sont hyper propres et qui montrent la phase exponentielle très très rapide initialement. Puis on a une saturation, donc ça c'est des courbes moyennes sur une population de référence. La saturation, elle vient du système immunitaire inné, qui donc par une signalisation des cellules infectées par des marqueurs chimiques, puis par des cellules qui font le nettoyage, viennent faire quelque chose qui est une réaction qui s'apparente à la finesse du lance-flamme. Ça tue tout ce qui traîne autour. C'est essentiellement ça la première réponse, et ça vient efficacement saturer la croissance de la charge virale. Et puis, on a, dans un deuxième temps, une immunité adaptative qui vient remplacer et faire un travail plus fin de nettoyage. Et on voit la charge virale et la charge virale réplicable qui descendent lentement, mais chez certains patients qui ne descendent pas, parce que sur une fraction des patients. Quelle est la différence entre réplicable et pas réplicable? C'est utilisé deux fois. Donc, il y a des particules virales, il y en a qui elles sont excessivement fragiles. Donc, tu fais ça, tu n'as plus de particules virales, tu t'en es débarrassé au bout de tes doigts. Elles sont très très fragiles. Donc, elles peuvent n'accepter de se répliquer sur aucune cellule. Et simplement, quand on mesure ici le nombre, la charge virale, le nombre de cellules par millilitre de solution dans lequel on trempe les couvillons, les courbes du dessous, elles sont mesurées en mettant sur un tissu de cellules in vitro une certaine quantité de la solution et on compte le nombre de réplications qui se sont produites par rapport à ce qu'on avait mis. Ça permet de compter quelle était la fraction réplicable, en ce sens qu'elle est capable, sur un tissu modèle, de trouver des cellules avec les récepteurs au bon endroit pour se répliquer. D'accord? Donc, quand je dis réplicable, c'est une méthode de mesure du nombre. C'est ça que je veux dire. Donc, voilà la courbe épidémique typique. Elle, après quelques dizaines de jours, la charge virale décroît et le corps se trouve débarrassé, normalement, du virus. À droite, vous avez des courbes de réplication in vitro. En haut, c'est des GU, juste le nombre de particules virales. Et en bas, vous avez les PFU, c'est-à-dire la quantité de particules réplicables sur un certain tissu. Et c'est mesuré pour différents tissus. Et on peut voir in vitro une même phase de croissance vaguement exponentielle, puis une saturation une fois que le processus de réplication est terminé, et mesurer des temps de réplication des différents variants sur différentes cellules par ce biais-là. Et ça permet de donner des mesures de l'affinité de tel ou tel variant avec tel ou tel type cellulaire. Alors, l'abscisse, c'est le nombre d'heures après infection. Ici, on a 24 heures, 48 heures, 72 heures. Et là, c'est le log à base 10 du nombre de virus par millilitre de solution testée. En haut, c'est le nombre brut. Et en bas, c'est la fraction réplicable. Le rapport des deux dit quelle est la fraction qui est capable de se répliquer parmi tous les virus qui ont été produits par réplication. Et les deux couleurs sont pour deux variants
le vert c'est delta, le violet c'est omicron. Ça permet de voir par exemple des changements d'affinité avec des cellules qu'on cultive de la gorge, le changement d'affinité avec les cellules pulmonaires, avec tout ce qui peut se contaminer. On peut l'avoir rapidement in vitro quand il y a un nouveau variant par ce type de mesure, sachant qu'il n'y a pas le système immunitaire. Oui ? Donc, je ne sais pas exactement comment sont constitués les panels. En général, on fait les constitutions de panels cliniques sont faites avec un échantillon témoin qui est le plus identique possible à tout point de vue, socialement, sexe, passé médical. Mais je ne sais pas exactement quels sont... Je pense non plus que ça ne court pas les rues des gens, des patients qui ont envie d'être infectés par SARS-CoV-2 pour une étude. Les courbes orange et rouge, là, il n'y a pas la réponse immunitaire qui est comprise dedans ? À gauche, oui. À droite, non. Oui, oui. Ici, bien sûr, ça, c'est des vrais patients. Oui, oui. À gauche, oui, il y a la réponse immunitaire. C'est tout ce qu'on voit. S'il n'y avait pas la réponse immunitaire, on aurait la croissance exponentielle jusqu'à temps que toutes les cellules soient infectées. Ça va ? Une chose très importante, c'est que fait le vaccin ? Le vaccin, celui qu'on a, il a été fait pour conférer une immunité en profondeur du corps. Ça, c'est une chose très importante pour les physiciens, c'est que les cellules qui sont à la surface du corps, qui font l'interface avec l'extérieur, ne marchent pas du tout pareil que les cellules en profondeur. Donc évidemment, la première infection, elle se fait sur des cellules épithéliales à la surface du corps, mais ensuite, le virus, quand il se réplique, il passe dans la profondeur en bulk. Le vaccin confère une immunité particulière qui fonctionne pour éviter les formes de pathologies graves dans les poumons, et qui est donc une immunité bulk. Pendant un temps, ça a marché un tout petit peu d'éviter l'infection parce qu'il y a des anticorps qui circulent dans le sang et qui peuvent venir faire un petit complément de barrière dans les voies nasales, mais quand c'est descendu dans la gorge, il n'y est pratiquement plus rien resté. Raison pour laquelle on s'infecte même en étant vacciné. Pour l'instant. Enfin, on s'infecte avec le vaccin qu'on a pour l'instant, c'est ça que je veux dire. Alors, la chose, ça c'est la partie réellement de sensibilisation. La chose qui est très peu documentée dans les journaux, sauf si on lit la littérature anglo-saxonne pour les cadres, Bloomberg, Forbes, Financial Times. Là, on a des comptes rendus de sciences qui suivent l'actualité. Mais sinon, il y a très peu de choses dans la presse sur le Covid long et ce qui recouvre. Donc, c'est là la partie la plus sur le fil de la biblio que je vais donner et après, je serai plus à l'aise. Donc, quelles sont les pathologies qu'engendre l'infection par le Covid? Bon, celle que vous connaissez, c'est l'infection pulmonaire, dont, a priori, tout le monde dans cette pièce est protégé raisonnablement. Mais derrière, il y a d'autres pathologies à chaque fois que les autres organes sont infectés. Donc, il y a des pathologies qui touchent le cœur. Et je veux dire pourquoi ça c'est important. On a essayé de retracer les infections directes du cerveau et on n'a pas trouvé beaucoup de SARS-CoV-2 dans le cerveau et c'est surtout plutôt à la périphérie du cerveau. Ça existe l'infection du cerveau. Et en général, les gens qui sont infectés sont déjà touchés par des formes graves ailleurs aussi. Cependant, ça n'empêche pas d'avoir un autre type de pathologies qui sont des pathologies chroniques et probablement inflammatoires, comme je vais l'expliquer.
Lorsque le virus se réplique, il déclenche un signalement que les cellules sont infectées. Et le SARS-CoV-2 est particulièrement inflammatoire. Ça signifie que sa signature dans les marqueurs qu'on appelle les cytokines, pas seulement, mais celles-là en particulier, sont produits en grande quantité et produisent beaucoup de réactions inflammatoires du corps qui ne sont pas les réactions fines, comme je l'ai dit avec une image tout à l'heure. Et elles peuvent circuler dans le corps, si bien qu'on peut avoir une réponse inflammatoire qui n'est pas à l'endroit où les cellules sont infectées. Et donc, on appelle ça une réponse inflammatoire systémique quand eh bien, les cytokines, par exemple, circulent dans le corps, déclenchant des choses ailleurs, là où le virus n'est pas. Dans les choses qui se produisent assez régulièrement et qui sont importantes, il y a des réponses inflammatoires des vaisseaux sanguins, et ça va produire des lésions des vaisseaux sanguins, mais aussi un processus de coagulation qui tente de reboucher les dégâts rapidement des vaisseaux sanguins, qui forment des microcaillots, et ces microcaillots, quand ils circulent, et surtout quand il y en a beaucoup, le système immunitaire se fait déborder, et ces microcaillots font des dégâts ailleurs, donc on a le réseau microvasculaire qui se bouche, ou qui peut même se faire un peu casser par les microcaillots. Quelle est la probabilité de ça? Je vais dire dans une minute. Donc la probabilité d'avoir des formes chroniques du Covid, si on ne regarde pas la gravité de ces formes, mais juste qu'il se soit passé quelque chose d'incapacitant à l'échelle de plusieurs mois, c'est 2 millions de personnes en France, c'est 2 millions de personnes en Angleterre, c'est 30 millions de personnes aux États-Unis qui sont avec des incapacités de travail partielles ou totales pendant des temps longs. 2 millions sur combien d'infectés? Oh ben, 2 millions sur presque toute la population française d'infectés 2 fois maintenant. Donc, on a les formes longues qui se résorbent assez facilement, mais qui débordent quand même la descente virale. C'est plusieurs semaines après. On dit autour de 20% des gens, mais parmi ceux-là, c'est quand même plutôt 10% des infectés qui ont des formes longues qui, après s'être résorbées, laissent des séquelles. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Parmi les actifs en France, il y a eu 2 millions de personnes qui ont été arrêtées pendant plusieurs mois. Alors, je n'ai pas parlé des actifs, mais oui, en général, la population retraitée est aussi plus touchée que les actifs, donc je n'ai pas dit actifs, mais oui, absolument. Arrêtés ou pas, la prise en charge peut être désastreuse globalement, qui ont eu un handicap dont beaucoup de gens aussi se sont cachés parce que c'est difficile à dire publiquement, de différentes choses qui sont données ici. Alors, la chose la plus évidente qui touche beaucoup de gens, c'est une fatigue. Oui. Quand on a un Covid long, la charge virale, elle est à 0? Alors, ça dépend, mais ça dépend. C'est une question, mais oui, en général, pour l'essentiel des cas, la charge virale est descendue, mais c'est une question de savoir s'il y a un réservoir viral. C'est une des hypothèses qui n'est pas l'hypothèse privilégiée. A priori, non. Mais elle est descendue, mais évidemment, il existe beaucoup de personnes qui ont une immunité fragile pour lequel le processus qui commande au développement cytokinique de s'arrêter ne marche pas, la rétroaction ne marche pas, et puis ça sature, ça reste là pendant des mois,
Donc ça existe. En particulier, bon, les personnes atteintes du sida, elles servent quand même elles ont ça en plus, leur système immunitaire étant ce qu'il est. Alors, quels sont... il faut que je dise aussi, donc il y a d'un côté des symptômes. Donc les symptômes, en médecine, c'est ce qui est constitutif d'une maladie. Une maladie est un ensemble de symptômes. Et bon, ces symptômes sont ce qu'ils sont, ils sont très variés, et ils ont été unifiés sous le nom Covid long par les patients eux-mêmes. Donc c'est un chapeau à tout un tas de choses. C'est les groupes de patients qui ont donné ce nom. De l'autre côté, il y a des mesures objectivables de qu'est-ce qui est le vecteur du Covid long, qui essaye de corréler avec les symptômes des choses qu'on peut mesurer. Et puis, il y a des voies, c'est-à-dire quelque chose qu'on comprend ce qui se passe. Donc, ce que j'ai mis ici sont à la fois des symptômes, donc le déclin cognitif, il touche beaucoup la mémoire, donc par exemple l'incapacité à apprendre 20 lignes, l'incapacité pour nous à lire un article, l'incapacité à faire un calcul dont on sait qu'on doit le faire, on sait le faire normalement, c'est le niveau de difficulté qu'on sait faire, donc on voit ça. Des collègues et amis sont passés pendant 2 ans à 70% de pertes cognitives, 70% de pertes de force musculaire. Donc les formes graves, elles sont spectaculairement graves. Mais ce n'est pas la norme. La norme, pour les 10% dont je parlais, c'est quelque chose qu'on représente en années de vieillissement des organes. Et la moyenne, c'est autour de 4 ans de vieillissement. Donc les 4 ans de vieillissement, ce n'est pas la même chose si on a 18 ans et si on en a 70. Ça fait des effets, mais c'est ça l'ordre de grandeur. Donc quand on réfléchit, 4 ans, c'est à la fois peu perceptible dans la société et à la fois, on n'a pas envie, de ça. C'est handicapant pour une fraction de la population, en particulier qui exerce une profession intellectuelle. Ça a été baptisé à nouveau par les patients brain fog. Donc ça, c'est une manifestation très importante, l'impression d'être dans un brouillard cognitif, surtout le matin, et que ça empêche de se concentrer, de faire des choses. Alors, que voit-on dans la partie objectivable? Eh bien, chaque l'immuno et la recherche là-dedans, c'est très particulier parce qu'il y a des instruments de mesure qui sont chers, ils recrutent des patients et ils font un type de mesure. Il faut aller à l'article d'après pour avoir un autre type de mesure. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont beaucoup de moyens pour avoir beaucoup de patients et tous les types de mesures simultanément. Donc ça explique aussi la manière dont ça fonctionne. Mais moyennant quoi, si on mesure le métabolisme dans le cerveau, c'est-à-dire la quantité, le glucose qui est utilisé pour que le fonctionnement cérébral se fasse, eh bien, on mesure sur des petits échantillons de trentaines de patients des effets systématiques d'association de ce qu'ils ressentent avec le fait qu'on ait un métabolisme réduit. Ces patients sont sélectionnés comment? Alors, dans les pays sérieux, les personnes qui en sont à 7 semaines de Covid long, on les aiguille vers des unités qui vont les écouter, ce qui n'est pas le cas en général des médecins ordinaires, leur prêter de l'attention et leur demander s'ils veulent participer à ça. Donc, en Allemagne, il y a un immense programme qui démarre. En Suisse, c'est déjà fonctionnel. Donc, il y en a eu beaucoup à Mount Sinai. C'est en Israël ou c'est aux États-Unis? Voilà. Donc, il y a des endroits comme ça dans lesquels on recrute sur des critères, on construit le panel. Et ensuite, on interroge les gens parce que les symptômes, ils sont beaucoup déclaratifs, de sorte à les corréler avec l'objectivable. On voit aussi un signe, donc ça c'est un test qui peut être fait même individuellement chez soi,
c'est que, bon, pas aussi quantitatif que ça, mais on voit que le débit sanguin vers le cerveau, si on passe de la station debout à la station allongée, dans l'autre sens, allongée à debout, varie brutalement, chute de manière spectaculaire, c'est-à-dire normalement c'est censé varier de 5%, là on voit sur ces quelques patients-là une quarantaine de pourcents de chute. Comment est-ce qu'on mesure chez soi les débits? Alors, on ne mesure pas le débit, mais par contre on mesure la tension qui montre des variations relatives de même amplitude entre station debout et station allongée. Et ça c'est 50 € pour acheter, 60 € pour acheter un appareil à tension. Ensuite, on trouve beaucoup chez les patients atteints de Covid long de ces microcaillots qui viennent de l'inflammation des vaisseaux sanguins qui génèrent de la coagulation, et la coagulation fait ces microcaillots qui circulent. Ensuite, l'équipe la plus grosse et la plus équipée qui travaille sur ce sujet et qui a fait une batterie de tests, il y a une chose qui sort dans ce qu'ils ont mesuré, c'est le bas niveau de cortisol. Cortisol, on ne peut pas dire une seule chose qui est associée parce que c'est une hormone qui sert à contrôler le métabolisme glucose, qui sert dans des processus de régulation inflammatoire. C'est un anti-inflammatoire, donc le faire diminuer, ça produit de l'inflammation. Et c'est associé, c'est une molécule qu'on trouve beaucoup dans les dépressions et dans les burn-out. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait le matin un manque de tonus et d'appétence et on ne se lève pas. Voilà. Donc ce déficit, il est associé à ce sentiment de fatigue et cette absence, c'est une hormone du stress. Et ne pas avoir le stress de début de journée, ça fait cette espèce de plongement psychique. Ça se mesure facilement? Le cortisol, ça se mesure facilement. Il suffit, on peut pas demander, on peut demander à son médecin traitant et c'est ordinaire. Ça se fait absolument dans n'importe quel cabinet médical, cabinet je trouve pas le mot, cabinet d'analyse vous fait ça. C'est standard. Ensuite, on mesure aussi, un peu moins, mais quand même, des cytokines qui restent dans l'organisme, qui semblent, et puis d'autres marqueurs qui semblent signaler un processus inflammatoire qui est la chose qui se maintient sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Que ça soit de nature inflammatoire, ce qui se produit. Et enfin, une chose qui est étrange de prime abord, c'est qu'il y a beaucoup d'activités de relations entre flore intestinale et cerveau, des liaisons entre les deux, et ces gens ayant ces appareils de mesure s'intéressent à savoir quelle est la composition de la flore intestinale et voient des changements de composition, que ça soit un rôle moteur, un marqueur, que autre chose de nature inflammatoire s'est passé là aussi. Ça, personne ne sait, mais c'est une des choses qui se mesurent et qui sont à des corrélateurs assez bons. Donc avec 3 ou 4 corrélateurs, on peut tomber à des diagnostics en ce moment de 95% de coïncidence avec les symptômes ressentis par le patient. C'est-à-dire, c'est pas mal. Enfin, c'est des outils de diagnostic pas mal. Alors, la partie mécaniste du Covid long, ce qui est très étrange, c'est justement qu'on a des gens en grande partie vaccinés. La protection vaccinale, elle n'est pas grande. Selon les auteurs, c'est entre 20 et 40%. Donc, qui enlève à ces 10% qui vont avoir ces formes, mais bon, quand même, il reste beaucoup. Et donc, l'analyse en immuno, c'est un groupe pousse une voie pour en faire la démonstration, et ça va lui prendre beaucoup... Pardon, j'avance un tout petit peu. Ça va lui prendre du temps, et ça va être 7 voies. Donc, quand on lit juste un auteur ou une série d'auteurs, on a l'impression que c'est ça.
Et à côté, il y a l'autre voie, à côté, il y a l'autre voie, et je pense que c'est ça la manière de penser, c'est que c'est pas unitaire comme on aime, c'est des voies parallèles qui existent, dont on ne connaît pas le poids a priori. Moyennant quoi, parmi toutes les hypothèses qui ont été mises sur la table pour expliquer pourquoi ça dure longtemps, donc il y avait le fait que ça puisse être une maladie auto-immune. Les quelques mesures qui existent tendent plutôt à dire non, en tout cas pas tout le temps. La neuroinvasion, j'en ai dit un mot, c'est-à-dire l'infection directe du cerveau par SARS-CoV-2. Bon, ça n'explique pas le long terme, mais ça explique quand même les lésions dans le cerveau. Et plutôt non. Il a été mesuré que des virus qui restent inactifs dans le corps, donc il y en a plein, peuvent être réactivés à cette occasion. En particulier, ça a été démontré, donc c'est vrai pour le virus de l'herpès. C'est statistiquement hors des barres d'erreur qu'il est réactivé. Donc ce processus existe d'avoir des possibilités de virus dormants qui sont réactivés et produisent une réaction inflammatoire. À nouveau, ça ne semble pas être, disons, le mécanisme générique, mais il peut exister aussi chez certains patients. Je ne veux pas donner le sentiment que ce n'est pas ça. C'est ça aussi peut-être. Des lésions qui mettent du temps à se régler, des dérèglements du microbiome, de la flore intestinale. Bon, voilà, un certain nombre de pistes. Ces pistes ne semblent pas être chez tout le monde, je vais essayer de le dire comme ça. Enfin, ce n'est pas les choses qui ont été le plus fouillées non plus. Et il y a des voies qui, elles, ont été travaillées et qui suffisent à produire des choses. Ce n'est pas exclusif. J'espère que c'est à peu près clair. Il y en a deux qui ont été travaillées plus longuement et de manière probante pour venir faire des dégâts dans le cerveau. La première, j'en ai déjà parlé longuement, c'est le processus par lequel on a ces microcaillots qui se forment. Le cerveau est protégé par une barrière mécanique, c'est-à-dire des cellules très jointives qui ont des trous très petits entre elles pour ne pas laisser passer les pathogènes. Une fois que les pathogènes passent, le système immunitaire du cerveau est complètement différent du reste du corps, et du bulk et des cellules épithéliales. Donc normalement, il y a un ménage qui est fait en surface du cerveau qui doit être efficace, mais qui peut se faire déborder. Et en particulier, lorsque ces cellules de la barrière, je vais y arriver, et hépatoencéphalique, non, hémato-encéphalique, c'est ça, je vais y arriver, hémato-encéphalique se fait endommager par cette inflammation des vaisseaux sanguins qui viennent irriguer le cerveau. Et une fois qu'on a des lésions dans la barrière, eh bien là, il y a tout un tas de choses qui peuvent pénétrer dans le cerveau, produire de l'inflammation qui s'auto-entretient parce qu'on a un cycle entre l'inflammation du cerveau qui, lorsqu'il est débordé, génère lui-même les lésions de ce qu'il protège. Donc là, on a un système d'entretien de long terme qui se fait. En bas, les photos horribles, c'est des cas dans lesquels on voit les trous. On voit le système microvasculaire du cerveau qui est avec des lésions directement. La seconde voie, très bien documentée, ne nécessite pas d'avoir l'inflammation directe des vaisseaux sanguins du cerveau, mais se fait par un médiateur qui sont les cytokines, les signaleurs de présence du virus, qui passent dans le cerveau et à distance lui provoquent son inflammation. Et si la quantité est grande, alors on entre dans un cycle de rétroaction perturbé qui s'auto-entretient pendant des longues durées. Alors, cette voie-là a été plus fouillée, avec plus de moyens, et en particulier, il y a un modèle animal dans lequel on s'arrange pour n'avoir des récepteurs ACE2
que dans les poumons, de sorte qu'on est sûr qu'il n'y a que là qu'il y a du virus. Eh bien, les cytokines émises à distance dans le cerveau déclenchent un Covid long, c'est-à-dire d'abord le système immunitaire du cerveau, qui est la microglie, qui est activée, et puis des dégâts qu'on peut identifier dans le cerveau, dans lequel ça perturbe le fonctionnement neuronal ordinaire des choses. Et par ailleurs, la neuroinflammation du cerveau, on a là un gros champ d'activité qui montre comment on a la persistance de long terme par les dégâts qu'il engendre à sa propre protection quand il se fait déborder par des grandes quantités. Une réponse inflammatoire trop grande par rapport à ce qu'il fait d'ordinaire pour nettoyer les quelques pathogènes. Alors, où en est-on de l'épidémie? Quand est-ce qu'elle s'arrête? On est dans la phase de croissance d'un nouveau variant qui s'appelle BQ.1.1. Et derrière, on a le variant qui est en Asie qui va prendre la suite parce qu'il n'a pas le même contournement immunitaire. Et vous avez ici la soupe des variants actuels dans une représentation qui a été adaptée parce que c'était la seule où on arrive à voir quelque chose. C'est le nombre classé en nombre de mutations pour les ranger ensemble plutôt que dans un arbre phylogénétique. Et ce qu'on voit, c'est que tous les variants qui arrivent trouvent la même solution pour arriver à contourner l'immunité acquise, qu'elle soit vaccinale ou qu'elle soit du fait qu'on a été infecté. Et donc, il y a une énorme pression de sélection dessus et elle fait passer dans une solution presque unique pour arriver à faire à partir de différents points. Donc, c'est une phase d'évolution comme ça. Donc, quand est-ce que ce jeu s'arrête? Eh bien, Akiko Iwasaki, qui a fait une grande partie de ce que j'ai montré, enfin son équipe a fait une grande partie de ce que j'ai montré avant, et je pense la scientifique qui a le plus de chances de faire un vaccin qui protège de l'infection dans les voies nasales et dans les voies respiratoires hautes. Pour l'instant, il y a eu, à ma connaissance, 6 ou 7 tentatives qui sont allées jusqu'au test clinique, qui marchaient sur modèle animal. Et quand on est passé au test clinique, il y avait 10% des gens chez qui ça ne marchait pas et la balance bénéfice-risque n'était pas bonne. Donc, on est à cette phase de passage en test clinique. Et comme je pense que c'est une des meilleures spécialistes avec beaucoup de moyens, il y a des chances que ça existe un jour. Si on a un vaccin qui protège de l'infection, eh bien, on voit bien, surtout si c'est juste se faire un rappel en voie nasale tous les 3 mois ou tous les 5 mois, que enfin ça s'arrête. Donc c'est ça quand même la perspective centrale. Alors, auparavant, eh bien, si on veut ne pas avoir ces 10% de risque modulés par un peu de protection vaccinale, mais pas beaucoup sur le Covid long, qui font des vieillissements d'organes. Donc il y a des chances que le brouillard cognitif soit réversible, mais il y a quand même des chances qu'il y ait des séquelles fortes, irréversibles. Par conséquent, je pense qu'il faut se protéger de l'infection. Il n'y a rien qui dit que s'infecter soit bon. Et donc, comment déterminer le risque de se faire infecter? La méthode qu'on a utilisée consiste à faire une première bascule, qui est une bascule presque politique, mais qui consiste à dire qu'est-ce que c'est que le risque de contamination? Ce n'est pas le risque d'être contaminé soi. Parce que si on part avec cette définition du risque, forcément, quand le virus circule faiblement, on a peu de risque, puisqu'il est pondéré par le niveau de circulation du virus. Donc, ce qu'il nous faut définir, c'est un risque environnemental. Qu'est-ce que c'est qu'un risque environnemental? Eh bien, ça déplace
la responsabilité, non pas sur les individus qui cherchent à se protéger, mais sur l'environnement qui accueille. Donc, qu'est-ce que c'est le risque? Eh bien, on le définit comme le nombre moyen de personnes infectées par une personne contaminée si l'environnement dans lequel il se trouve à l'instant T était prolongé pendant 20 jours. Donc, on regarde, par exemple, nous dans cette pièce, si on vivait dans cette pièce tous pendant tout le temps d'infectiosité, on regarde combien, moi qui suis infecté, j'aurais infecté de personnes dans cette salle, en faisant toutes les permutations. De sorte que, qu'est-ce que c'est que le R épidémique de la société? Eh bien, c'est la moyenne du risque environnemental sur l'ensemble des situations vécues par les individus au cours du temps. Donc, c'est ça qu'on a modélisé et calculé, disons. Et il a le bon goût, ce risque, si on croit le préambule que c'est une loi poissonienne d'infection, que chaque tentative est indépendante. Il a le bon goût de se factoriser entre deux facteurs, un aspect qui contient toute la biologie, c'est-à-dire quel variant on a, l'état immunitaire de la sous-population qu'on regarde, etc. Et un facteur qui est purement mécanique, qui vient de cette dilution entre exhalaison et inhalation. La dilution a deux contributions indépendantes. Pardon, ce n'est pas ça que je voulais dire ici. Ce n'est pas là non plus. Voilà, c'est bien. Elle a deux contributions indépendantes. La première, c'est que même si on est dans une pièce complètement calfeutrée, eh bien, la concentration à l'exhalaison, par dilution, par les mouvements de l'air turbulent, va produire une baisse de la concentration tout en conservant le nombre total de particules virales. Mais donc, si on est dans le champ proche de quelqu'un, on respire une concentration plus élevée. Il s'est trouvé que ce travail a été fait, c'est un travail de commande des centres commerciaux français qui voulaient réouvrir à l'époque. Et il s'est trouvé que les centres commerciaux sont très sympathiques pour le physicien parce qu'ils sont parcourus de courants d'air en permanence, horizontaux, avec des échelles bien définies qui sont les tailles de couloir. Et dans cette situation-là, bon, la dispersion se fait à l'horizontale, exactement comme je l'ai représenté, selon des lois qu'on peut calibrer et dire les choses. Puis la deuxième contribution qui n'est pas la dispersion, c'est ce qu'on fait en ce moment, de remplacer de l'air vicié par de l'air frais. On ventile. Une troisième possibilité, c'est de capter les particules virales dans un purificateur d'air qui soit les désactive, soit les piège dans un filtre. Alors, je remonte. Les hypothèses pour arriver à clore le calcul, il y en a une grosse qui peut-être va vous sembler raisonnable, en tout cas moi elle me semble raisonnable, d'autres sont moins convaincus et demandent des preuves, mais c'est que la charge virale, c'est la quantité de virus qu'on attrape sur les écouvillons ici, et c'est ça qu'on exhale. Donc en l'absence de meilleures mesures, l'hypothèse simple, c'est de dire la quantité de particules qui sont exhalées est proportionnelle à la charge virale. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a la surface contaminée qui compte, le processus d'entraînement des particules virales dans l'air est non compris, mais enfin on fait ça comme c'est des variations sur des échelles, sur des décades et des décades, ça ne doit pas être trop faux, et ça nous permet d'attraper le temps caractéristique de montée et de descente de la contamination, donc la phase pendant laquelle on contamine, ce qui donne une équation de conservation intégraux différentiels qui dit les personnes qui sont contaminées à une certaine date, eh bien, ils ont été contaminés par des gens qui étaient contaminés auparavant, avec un kernel qui est justement la courbe de charge virale dans cette hypothèse simplificatrice. Et il y a un paramètre dedans à caler, et si on veut commencer le jeu, il faut le caler sur des cas particuliers. Et on connaît quelques cas
de référence. À nouveau, ce n'est pas éthiquement reluisant, mais on fait ce qu'on peut. On a 2 cas qui sont l'un avec une population très homogène de personnes âgées qui était le bateau de croisière Diamond Princess et qui était en milieu froid, donc il était pratiquement clos. Et il y a, on voit la magnifique exponentielle bleue du nombre de personnes contaminées sur le Diamond Princess. Et on a le porte-avions Charles de Gaulle qui s'est contaminé, donc une population jeune et en bonne santé, sauf les quelques qui ont eu des complications, c'est les gradés. Et il y a eu une documentation de l'armée dans un rapport qui est analytique, qui est parfaite. Il n'y a pas eu on ne sait pas, certains aspects évidemment du porte-avions Charles de Gaulle sont secret défense, mais ça, à quelle date, combien de personnes on a. Donc ces situations qui sont dans des situations modèles, elles permettent de se caler, c'est-à-dire d'être capable de quantifier la partie biologique pour une certaine population, un certain virus. Alors, la quantité qui contient toute l'information biologique, pour blaguer, on l'a appelé H-bar, en relation avec le quantum infectieux, c'est assez simple à comprendre, c'est le nombre de quantum infectieux, c'est-à-dire la quantité moyenne qu'il faut pour contaminer une personne moyenne, donc le nombre de quantum infectieux qu'on émet pendant toute sa période infectieuse. C'est ça le H-bar. Une fois qu'on sait ça, et qu'on arrive à le traquer de variant en variant, eh bien, on a une équivalence entre l'aspect épidémio, qui est cette émission virale qui nous dit combien de personnes on infecte, avec les propriétés moléculaires du virus telles qu'on peut les mesurer. Il y en a combien, ils ont quelle affinité. Donc ça nous permet de connecter les choses. Je mets le slide de conclusion est là. Le facteur de dilution entre l'exhalaison et l'inhalation, il est donné quantitativement par le taux de CO2. Là, vous avez un capteur orange qui vous dit qu'on n'est pas bien, même avec fenêtre ouverte ici. Il le dit avec une subtilité, enfin une annulation mathématique intéressante, qui est que dans cette pièce, on émet tous du CO2. Donc la quantité de CO2 dépend de combien on est dans une même pièce sous les mêmes ventilations, linéairement en nombre de personnes. Mais la probabilité d'être infecté croît aussi avec N, et à grand N, les deux facteurs se recombinent de sorte que le risque, tel que je l'ai défini, le nombre moyen de personnes contaminées si on restait tous ici, eh bien, c'est le facteur de dilution qui est donné directement par le taux de CO2 moins le taux de CO2 à l'extérieur divisé par le taux de CO2 à l'exhalaison, 18 750 ppm, fois le facteur H-bar que j'ai défini avant. Le lambda 2 qui est là, c'est l'effet des masques moyennés sur ça. Un masque, ça filtre dans les deux sens. On en émet moins et on en reçoit moins. Sur les masques, justement, j'ai du mal à comprendre. Il y a longtemps, mais ça, c'est peut-être pas. Non. Donc, il y a une controverse sur le FFP2 qui est sans fondement scientifique à aucun point de vue. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines de tests de physiciens, ingénieurs sur mannequins, sur personnes réelles, avec l'instruction ou pas de comment ça se met. Par exemple, la barrette nasale, on la met à plat, puis on vient la redresser. Et il y a des tests cliniques qui ont été faits et qui sont absolument probants. La controverse, elle porte à la fois sur l'existence au sein de l'OMS de personnes anti-masques placées centralement dans l'appareil de l'OMS, et c'est très embêtant, avec des revues
des papiers de revue qui se dupliquent les uns les autres sans regarder la littérature primaire, et dans lequel on égalise des tests cliniques mal faits, c'est-à-dire dans lequel on a dit aux soignants qu'ils ne devaient mettre le masque que quand ils étaient à distance des gouttelettes, mais que sinon, dans la pièce, ils ne le mettaient pas. C'est-à-dire un biais énorme, et ça a été réaggloméré avec des choses qui ont été bien faites dans la littérature. Mais maintenant, on a 3 tests cliniques et des dizaines de papiers qui montrent que ça marche dans les deux sens. Donc, selon le modèle, il se plaque plus ou moins bien au visage, etc. Mais il n'y a rigoureusement aucune raison scientifique à ça. Il se recycle très bien. Donc, il y a... Il y a aucun rapport entre les mandats des masques et la courbe de la pandémie dans tous les pays en Europe. Mais je ne sais pas si Ça, moi, je retournerai l'argument, c'est-à-dire dans la mesure où, par exemple, il y a une circulation très large en milieu scolaire, c'était très facile d'avoir des groupes témoins en milieu scolaire, c'est-à-dire quand même là où c'est hyper concentré dans les pièces, d'avoir des groupes témoins et de lancer des travaux avec des groupes témoins bien faits. Aux échelles sociales, il y a tellement de choses qui covarient que... effectivement, les preuves ne sont pas là. Il faut quand même avoir la rationalité minimale que dans une situation dans laquelle on expliquerait que le Covid est aéroporté, que par conséquent l'image de la fumée de cigarette est la bonne image, et qu'on explique comment on porte le masque. Quand on a des lunettes, c'est facile parce qu'on les embue quand elles sont mal mises. Mais je pense pour tout le monde quand même, on déplie la barrette nasale, on la replie sur le nez de manière étanche. Ça s'explique. Bon, si on avait fait ça, mais je connais, pour les raisons susdites, pas de société hormis peut-être le Japon ou des pays qui sont plus accoutumés que nous au masque, dans lequel l'éducation a été faite correctement. Par conséquent, en aval, quelles mesures probantes on peut faire de ça qui enlèverait le fait que si individuellement il marche, collectivement il marche. La question, c'est que là, il y a des recommandations de faire le booster bivalent. L'argument, c'est que pour continuer à être bien protégé en voie basse et puis un peu ailleurs aussi, est-ce qu'on peut savoir s'il y a eu un déclin de l'immunité auparavant en la mesurant, enfin en payant pour la mesurer ou en le faisant payer par la collectivité, je ne sais pas exactement, enfin, peu importe. Est-ce qu'il vaut mieux d'abord regarder si son immunité a décliné avant de faire le booster ou pas? Je ne crois pas qu'il y ait de seuil répertorié ou de critères quantitatifs. Donc encore qu'on le fasse, si on ne fait pas la courbe de déclin, je ne crois pas qu'il y ait une valeur de concentration qui dise qu'il faut le faire ou pas. Par conséquent, il faut faire 3 points de mesure où il ne faut pas le faire, et il faut aller faire le booster en suivant les recommandations, c'est-à-dire, enfin, si on pense que c'est important, j'entends, c'est-à-dire en ce moment, 6 mois après le dernier, de sorte, et ça redonne aussi pendant quelques semaines de l'immunité mucosale. On se protège aussi de l'infection un petit peu, mais ça s'évapore très très vite. Alors, j'aimerais pouvoir répondre à la physicienne que chaque tentative est indépendante, mais si on pense que les 2 pistes que j'ai évoquées inflammatoires sont sérieuses, je pense que c'est cumulatif, c'est-à-dire une fois qu'on est parti à avoir des lésions, je pense que le système immunitaire, son niveau d'inflammation devient plus grand. Mais ça, je pense que ça, même des biologistes d'ici qui travaillent sur la neuroinflammation, on doit pouvoir leur poser cette question et la réponse doit exister de savoir si ça s'emballe plus facilement. Mais a priori, oui, c'est-à-dire l'idée selon laquelle être infecté a finalement un bon aspect parce qu'après on est protégé.
par bien des aspects et une idée fausse. Enfin, ça n'a aucun intérêt d'être infecté. Ça, c'est quand même un truc... c'est un raisonnement faux. Enfin. Bon, désolé.